Hommage aux sans-papiers, aux migrants, aux anonymes de notre société dans le roman de l'Ivoirien Gauss, Debout payé. C'est notre grand angle ce dimanche. Alors, deux invités sur le plateau. D'abord, j'ai le plaisir de recevoir Gauss. Bonsoir. Bonsoir. L'auteur donc de ce roman Debout payé. Alors, Gauss, de votre vrai nom, je crois qu'on peut le dire. Armand Patrick Bacabrédé. Voilà, vous le dites beaucoup mieux que moi. Vous êtes ivoirien, né à Abidjan en 71. Vous avez une maîtrise de biochimie et vous publiez donc ce livre Debout payé, qui est le roman d'Ossiri, qui est un étudiant ivoirien qui arrive à Paris sans papier, qui devient vigile. À mon avis, il vous ressemble un petit peu. On va en parler dans un instant. En face de vous, Geneviève Jacques. Vous êtes présidente de la CIMAD. Alors, la CIMAD, en deux mots, c'est une fondation au départ protestante, je crois, mais qui se veut œcuménique, créée en 1939. Aujourd'hui, c'est plus de 2000 volontaires qui aident les demandeurs d'asile, les migrants, les étrangers, quelle que soit leur situation. On peut dire que votre slogan résume bien vos objectifs. L'humanité passe par l'autre. Alors, vous avez toujours vous-même été militante, engagée toute votre vie dans l'accueil des réfugiés, dans la solidarité et la défense des droits de l'homme. Je me retourne vers Gauss. Alors, vigile, d'abord, c'est une spécialité des Ivoiriens à Paris, je crois. Ouais, allez, on soumet une spécialité. En réalité, dans les années 90, il y a pas mal d'Ivoiriens qui avaient des sociétés de surveillance, de sécurité, comme on dit, et qui employaient des ADS, des agents de surveillance, de sécurité. D'accord. Et donc, ça a créé un réseau assez, on va dire, assez bien tissé, quoi. Alors, cette histoire, ces tribulations, on peut dire, d'Ossiri et de son ami Kassoum, c'est en quelque sorte un peu votre histoire? Non, c'est très romancé. Le défi, c'est de trouver mon histoire dedans. Comme tous les auteurs, on met toujours une part de soi, mais c'est une vraie construction romanesque, même si elle est basée sur l'observation de la réalité. Mm-hmm. Alors, les migrants, les sans-papiers, Geneviève Jacques, on en parle souvent dans l'actualité. Hein, c'est une question souvent sensible, qui est parfois d'ailleurs exploitée politiquement. C'est malheureusement aussi, cette question, un enjeu politique en France et ailleurs? Oui, et on en parle de façon globale, les sans-papiers. Et nous, à la CIMAD, on accueille des hommes, des femmes qui ont des noms, des histoires, des visages, et qui ont un parcours, un projet, et qui se trouvent le plus souvent, malheureusement, et de plus en plus soumis à toutes les difficultés administratives pour régulariser leur situation comme travailleurs ou bien comme demandeurs d'asile ou bien pour trouver leur place dans notre société. Et c'est vrai que le climat actuel est plutôt difficile. Oui, les gens dont Gauss parle dans son livre, vous les rencontrez tous les jours, j'imagine. Tout à fait. D'ailleurs, sans papier, c'est un peu abusif comme terme parce que tu n'as jamais autant de papier que quand tu es sans papier. Tout à fait. Parce que tu es sommé de montrer ton histoire, ta bonne foi, ta bonne volonté. Donc tu le prouves par des tonnes et des tonnes de papier. Je n'ai jamais eu autant de papier que pendant la période pendant laquelle je cherchais une carte de séjour étudiant ou autre d'ailleurs. La vie d'un sans-papier, c'est quoi? C'est la peur, c'est la débrouille, c'est la solidarité? Comme je dis, tu ne vis pas, tu évites. Plutôt la solidarité, ça tu oublies, il faut l'oublier parce que ce monde est cruel, tout le monde cherche à s'en sortir en fait en réalité. Mais non, voilà, c'est plutôt que tu évites, il faut éviter, il faut faire profil bas. Donc de sorte que, en fait, au bout de, moi, je vais donner un exemple concret, j'ai des parents qui ont vécu plus de 10 ans, 15 ans avant d'avoir des papiers. Donc 10 ans, 15 ans à vivre de côté, à côté de la France en fait. Donc voilà, on a deux rapports avec la société dans laquelle on est que par le travail ou par le pseudo-travail. C'est une vraie négation d'humanité en fait. C'est très violent d'être sans. Et en même temps, cette France, avec tout le passé qu'elle a en Afrique, vous aviez envie d'avoir des papiers français? Non, pas du tout. C'est pas une question d'envie. Moi, c'est un peu plus idéal que ça. La France a bossé quand même pour que les Africains parlent français, deviennent chrétiens. C'est 200 ans d'histoire. C'est de l'ironie ou... C'est ironique. D'accord. Voilà, ils ont envoyé des bateaux, ils ont envoyé des fusils, des sabres. Il y a du boulot, il y a de l'histoire qui a fini par nouer les gens entre eux. Ouais. Donc voilà, quand tu veux bouger un peu loin, tu regardes de façon naturelle vers la France. Ouais. Et voilà, le problème que ça pose, en tout cas moi personnellement pour moi aujourd'hui, c'est que l'immigration, en fait, cette espèce de rejet de l'immigration n'est pas neuf en France. Les Polonais, les Belges, les Italiens, les Espagnols, Manuel Valls, voilà, ce sont des gens qui ce sont des strates successives d'immigration qui sont voilà, mais ceux-là ne sont plus visibles aujourd'hui. Ouais. Le problème avec la nouvelle vague d'immigration, moi, je le considère comme un problème
colorimétrique. Ça n'a jamais posé de problème aux Français d'absorber les Belges, de les faire disparaître comme ça par le processus républicain de l'intégration. Vous parlez un Belge, donc c'est plus facile pour un Belge. Voilà. Mais pour le fils d'Abdelkader ou de Mamadou, voilà, lui, il va porter sur lui les stigmates de son origine, de sa différence, du fait qu'il est étranger. C'est la couleur de la peau. C'est la couleur de la peau. C'est pour ça que je parle de colorimétrie. Banalement, pour qu'on en reste là, quoi. Et vous avez l'impression que la France est un pays plus raciste aujourd'hui qu'avant, ou ça a évolué, ça a changé? Elle est bien placée pour savoir que non, c'est pas raciste, c'est xénophobe. C'est administrativement et voilà, de façon juridiquement xénophobe, c'est-à-dire que c'est pas un pays qui a tendance à accueillir les étrangers. Voilà. La France est un pays raciste ou il y a des racistes en France? En même temps, il y a une situation de blocage, de fermeture actuellement en France et en Europe, un climat de suspicion que malheureusement les lois n'aident pas à surmonter. Mais je pense qu'il faut pas oublier que la France reste un pays d'immigration. On s'est construit comme ça et en fait cette ligne continue actuellement. Mais on vit dans une période, la mondialisation, où les mouvements de population sont de plus en plus importants, viennent de plus en plus loin, et cette réalité nouvelle de gens qui bougent et qui bougeront, nos politiques ne les prennent pas en compte. Un seul chiffre, en fait, les sans-papiers. Quand on parle des sans-papiers en France, ça représente les migrants clandestins. Ça représente combien de personnes? Est-ce qu'on le sait? Non, par définiction, on ne le sait pas. 300 000, 400 000. Voilà. Alors il y a des évaluations qui sont autour de cette fourchette-là. On n'en sait pas grand-chose. Et donc au niveau d'un pays de 65 millions d'habitants, on peut pas dire que ce soit. C'est pas une invasion. C'est pas un problème politique. C'est le problème de l'intégration ou de la présence des étrangers ne peut pas être au centre du débat politique en France. C'est impossible. C'est incroyable. Donc c'est un faux problème. C'est un faux. Mais justement, c'est un problème spectaculaire. C'est un problème colorimétrique en fait. Colorimétrique parce que c'est visible en fait. En réalité, c'est visible. C'est ça que les politiques ils utilisent. Pas autre chose. Ils n'utilisent pas autre chose que ça. 400 000 personnes. On va dire. Moi, je vais pousser plus loin. On va dire 600 000 personnes. Non, il y a pas 600 000 personnes qui n'ont pas de papier. Même 600 000. La majorité des étrangers en France a des titres de séjour, malheureusement précaires. Non, je parlais des sans-papiers. Mais les gens qui n'ont pas de papier sont environ le chiffre que tout le monde donne, c'est une fourchette entre 200 et 400 000. Vous voyez, et qui n'est pas en rien une invasion. Ce sont des gens qui, pour survivre, et vous en êtes la preuve, la plupart travaillent. Et je voudrais revenir, vous avez dit, il y a souvent pas de solidarité. Là, il y a des images qui passent. S'il y a eu, c'est vrai que la plupart des gens ont peur et essayent de se débrouiller tout seuls. Mais il y a aussi une solidarité, et en particulier, il y a eu un mouvement de travailleurs sans papier qui se sont manifestés en disant, mais vos restaurants ne fonctionneraient pas sans nous. Beaucoup de services dont profitent tous les bons Français ne fonctionneraient pas sans cette main-d'œuvre qui est exploitée, sous-payée. Solidarité-là, et il y a eu, ils sont sortis sur la place publique et des mouvements de solidarité. C'est très bien. Ouais, c'est très bien et c'était assez drôle. De toute façon, c'est toujours très drôle une manifestation de sans-papiers. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont censés être illégaux, qu'on poursuit par ailleurs dans le métro ou dans le RER, qui viennent, qui disent aujourd'hui on va faire une manifestation de sans-papiers et qui marchent, battent pavé sur la place publique, quoi. Et entouré par les flics, c'est assez marrant, c'est assez contradictoire. Il y a quelque chose qui dit dans ça que finalement, il ne dérange pas tant que ça. Et puis ce sont des hommes et des femmes comme nous, qui ont les revendications de vivre normalement, de vivre en famille, de travailler, et c'est ce changement de regard qui vraiment est une priorité à l'heure actuelle. Je peux passer un message pour les Français. Bien sûr. Avec Français et à tous les francophones. À tous les Français, à tous les francophones, avec 400 000 sans-papiers officiels ou plus ou moins officieux dans la France, je veux les rassurer et leur dire que la civilisation gauloise n'est pas en danger. Ils ont la force d'en absorber encore
Beaucoup plus que ça. Et puis allez, venez les gens, venez. De toute façon, la civilisation gauloise, c'est un autre mythe, et notre culture s'est transformée, et l'apport... La France a du mal à reconnaître ça, à reconnaître qu'elle est aujourd'hui quelque part une société plurielle. Un certain nombre de personnes en France ont du mal à reconnaître ça. Pas tous. Pas tous. Écoutez, l'ancien président de la République s'appelle Nicolas Sarkozy de Nagui Bosca. C'est le fils de Mamadou, c'est le fils d'un étranger. C'est bien un symbole assez fort. L'actuel Premier ministre s'appelle Manuel. Pas tout à fait les mêmes étrangers, c'est ceux dont on voilà, parlait mais justement, c'est bien de dire que finalement, c'est possible, que c'est un bel exemple pour moi d'intégration d'étrangers. Les parents de Manuel n'ont même pas eu le temps de franciser son nom. Alors, je reviens à votre livre, Quand on est vigile, c'est un poste d'observation assez étonnant pour, je dirais, analyser les consommateurs français. C'est un poste d'observation idéal pour regarder la société qui consomme, se consomme elle-même en fait, s'abîme comme ça dans ce qu'on leur propose de mieux. Comme qui vous voit ou qui ne vous voit pas, qui vous ignore, qui vous... Le vigile est invisible en fait, on ne voit pas le vigile. Vous dites quelque part dans le livre, j'ai trouvé ça très drôle, un vigile est à la sécurité ce que la vache qui rit est au fromage. Ah, c'est un sous-métier, ça vaut rien un vigile. C'est un délateur, voilà, il sert à rien quoi. Il est juste là pour dire, c'est une balance, il est juste là pour dire aux voleurs. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Et du coup, quand tu as un peu le sens de l'observation comme moi, c'est une planque idéale pour regarder les gens consommer, pour regarder les gens s'abîmer de façon absurde comme ça dans ce qu'ils appellent l'acte de consommation. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre d'ailleurs que vigile, parce que vous avez fait plein de choses. J'en ai fait. J'ai fait consultant pour la francophonie. J'ai fait jardinier aussi. J'ai fait garde d'enfants. J'ai fait photographe. Et là, vous avez mis un site internet, je crois. Directeur Pardon, excusez-moi. Rédacteur en chef de Yéyé Magazine. Yéyémagazine.com quand même. C'est pas mal. Et culture et société, un regard un peu en Côte d'Ivoire, un regard un peu décalé sur la société et le monde d'ailleurs. Un mot encore sur l'évolution de notre société, parce qu'en fait l'immigration qui arrive aujourd'hui, elle est différente de celle du passé. On en parlait aujourd'hui, on parle de ce qui se passe dans le Calaisie, par exemple, avec des Afghans, des Érythréens, des Soudanais. Ça crée aussi des malaises. Les raisons pour les mouvements migratoires sont très différentes. Ce dont on parle beaucoup actuellement, c'est tous les mouvements qui proviennent de tous les bouleversements énormes qu'il y a au sud de la Méditerranée, la guerre en Syrie, et la réponse l'Irak, des gouvernants est adaptée. La réponse des gouvernants est adaptée. Et pas du tout adaptée. Il y a une catastrophe humanitaire à nos frontières européennes, et la réponse de l'Europe, c'est de mettre des barrières partout. Et il y a des points de fixation, et Calais est l'un de ces points de fixation, parce que les personnes qui veulent aller en Angleterre pour des raisons qui leur sont propres, familiales, etc., se cassent le nez contre le mur de la Manche. Cette Europe forteresse et pas l'Europe passoire comme le disent. Et c'est vraiment une Europe forteresse actuellement. Et ça, vraiment, nous le dénonçons. Et je crois que c'est très préoccupant par rapport à l'évolution du monde tel qu'il est. Merci Geneviève Jacques. Merci à vous, Gauss. Je rappelle le titre de votre livre, Debout payé, puisque les vigiles sont debout et ils sont payés, mal payés, mais ils sont payés. Merci beaucoup.